Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Romain Kepen s'est intéressé aux insectes et plus particulièrement à leur place dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le lien de ce reportage dans la description du podcast. Et donc nous avons décidé de nous pencher sur les initiatives qui réfléchissent à l'agriculture de demain. Et donc nous avons entendu parler d'After 2050. Qui a été donc imaginé par Solagro, une entreprise associative qui se penche sur les questions de transition énergétique, agroécologique et alimentaire. Et pour nous en parler, nous avons avec nous, Philippe Pointereau, qui est le directeur du pôle agro-environnement chez Solagro. Bonjour Philippe Pointereau. Bonjour, Alors pour commencer, oui. en direct de Toulouse. Eh ben voilà, en direct de Toulouse. Alors justement, pour commencer, After 2050, donc c'est un scénario de transition agricole et alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà, par exemple, qui l'a conçu? Alors, c'est Solagro qui l'a conçu. On a démarré il y a à peu près 4 ans. En fait, c'est notre conseil d'administration qui nous a demandé de travailler sur un tel scénario, sensibilisé par un autre scénario auquel on est très lié, qui est le scénario Négawatt, qui est un scénario de transition énergétique, de sortie du nucléaire et des énergies fossiles en 2050. Ils nous ont dit, ça c'est un très bon scénario, pourquoi vous ne feriez pas la même chose au niveau agricole et alimentaire? Voilà, donc on s'est lancé là-dedans. C'est comme un travail d'équipe, hein. On est 4 ou 5 personnes à travailler dessus depuis 4 ans. On ne fait pas que ça, mais ça a été un gros travail. Alors aujourd'hui, il faut juste savoir que les deux scénarios, Negawatt et After, sont couplés, puisque c'est le scénario After qui fait tout le volet biomasse énergétique du scénario Negawatt. D'accord. Alors la question c'était effectivement quels sont les profils des personnes qui l'ont conçu? Alors, il y a, on va dire, surtout des agronomes. Il y a 3 agronomes et il y a un énergéticien, mon homologue Christian Couturier, là, qui dirige le pôle énergie et qui aussi manie très bien Excel, donc manie le calculateur qui s'appelle Mosu, qu'on a mis en œuvre pour ce scénario, puisque la particularité de ce scénario, quand même, c'est qu'il est intégralement chiffré. D'accord, donc vous avez pris des statistiques, vous êtes basé sur des données que vous aviez pour imaginer la suite en fait. Voilà, on a utilisé toutes les données statistiques existantes, même on a rétrapolé jusqu'en 1960, et on a comme ça toutes les années jusqu'en 2050. Le fait d'avoir des données quantifiées, pour nous, c'était important, parce que ça consolide quand même le scénario, et les gens ne peuvent pas nous dire, oui, mais votre truc ne marche pas. Voilà, donc nous, on a chiffré, comme ça, s'ils veulent contredire, il faut aussi qu'ils amènent des chiffres. Donc ça permet de... C'est un scénario qui part de l'assiette alimentaire moyenne des Français, qui tient compte de la population. Donc ça crée une demande alimentaire. C'est aussi la particularité du scénario, c'est que comme le scénario Négawatt, ça part de la demande. Donc Négawatt de la demande énergétique, nous de la demande alimentaire, qu'il faut satisfaire par des productions agricoles qu'on fait évoluer avec des pratiques beaucoup plus agroécologiques et biologiques. Voilà, donc on a un modèle qu'on appelle récursif, c'est-à-dire qu'on a fait tourner plusieurs fois le modèle pour essayer de bien équilibrer les choses et faire que le scénario tienne la route, ce qui est le cas. Et donc, il y avait deux objectifs précis qui étaient, un, de réduire par 2 les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture ou de l'empreinte alimentaire, et 2, de nourrir les Français avec une alimentation de qualité. Voilà, et on peut dire qu'on est capable de réaliser ça. C'est la conclusion du scénario. Alors justement, on va reprendre point par point là ce dont vous nous avez un petit peu parlé. Vous le disiez, ce scénario, il est donc basé sur la demande, donc les besoins. Alors d'ici 2050, quels seront nos besoins ou quels sont déjà nos besoins finalement? Alors, pour faire cette assiette, on s'est vraiment appuyé sur les travaux des nutritionnistes, notamment de l'INSERM et de l'équipe du professeur Herzberg, avec qui on travaille sur un projet qui s'appelle Bionutrinet, et puis des différents travaux qui existent sur la relation entre alimentation et santé. Et en fait, toutes les conclusions convergent à dire qu'il faut aller vers un régime plus végétal, et que là, tous les voyants sont verts, globalement, qu'on va vers un régime plus végétal. Nous, on a en plus, il y a aussi d'autres travaux qui consolident ça, vers un régime avec moins de pesticides, donc plus biologique, puisqu'en 2050, on sera à un régime à 50% biologique. Et donc, en gros, le gros du changement de l'assiette, c'est qu'on
on switch les protéines animales et végétales, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 tiers protéines animales aujourd'hui, on va se retrouver avec 2 tiers protéines végétales. Voilà, donc Donc, en ça gros, on supprime pas diminue par complètement la deux. viande, en revanche. Quoi? Ça supprime pas complètement la viande en revanche, du Non, coup. non, 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 justement, ça on peut y revenir là-dessus. Donc on divise par deux, en fait, la consommation et la production de viande et de produits laitiers, quoi. En fait, non, on n'a pas de scénario 100% végétal. C'est pas du tout dans notre scénario actuellement, pour différentes raisons, à la fois agronomiques, parce que la France compte 10 millions d'hectares de prairies naturelles, et les prairies naturelles ne peuvent être valorisées que par des ruminants. Et donc, si on ne veut plus valoriser ces prairies naturelles, il y a une petite partie qui peut être convertie en terre arable, mais l'essentiel ne l'est pas, c'est toutes les zones de montagne, les prairies humides, etc. Et donc, à part faire de la forêt, on n'a pas d'autre utilisation que l'agriculture. Et en plus, ces systèmes à l'herbe garantissent des paysages de qualité et aussi tout un tas de produits de qualité comme tous les fromages AOC notamment qu'on a en montagne, quoi. Oui, parce qu'effectivement, on n'a pas précisé, mais ce scénario est basé exclusivement sur la France, hein. Vous prenez en compte tous les Ce qu'on facteurs a français. dit au début, c'est que c'est un scénario France. Alors pour l'instant, on a plutôt tendance à le décliner à des échelles infra, c'est-à-dire qu'on a maintenant un scénario pour les anciennes 22 régions. À l'époque, on travaillait encore sur les 22 régions, et maintenant, on s'en sert pour travailler à une échelle encore plus locale, par exemple dans le cadre des plans alimentaires territorialisés, qui peuvent couvrir la moitié d'un département ou même moins. Alors après, on essaie d'établir des contacts au niveau européen, dans un premier temps, pour voir si d'autres pays ont un peu travaillé sur des tels scénarios. Bon, il y a la Suisse qui en a fait un, mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment d'équivalent, quoi. D'accord. Alors, pour reprendre, vous parliez, notamment sur la question de la viande, de réduire par 2. Est-ce que enfin, au niveau des éleveurs, on sait en plus déjà qu'il y a beaucoup de mal-être, parmi les éleveurs en France. C'est compliqué aujourd'hui? Est-ce que, ça laisse pas présager un avenir encore plus compliqué pour les éleveurs eux-mêmes, d'avoir moins d'élevage, donc moins d'emplois pour eux? Comment ça peut se Ça, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, bien entendu. Donc c'est vrai qu'en fait, ce qui va disparaître à terme, c'est les élevages intensifs qui ne sont pas du tout, par exemple pour les ruminants, donc pour les vaches essentiellement, un peu les moutons, qui ne sont pas basés sur l'herbe, mais plutôt sur un système à base de maïs en silage et de soja OGM d'Amérique du Sud. Et puis, bien entendu, tous les élevages intensifs hors sol de poulets, de volailles, d'œufs. Donc c'est vrai que c'est ceux-là qui sont déjà très concentrés, donc il faut en fait très peu de fermes, hein, ça représente très peu de fermes qui vont disparaître. Et nous, on privilégie tous les systèmes de qualité, donc biologiques, tous les systèmes en appellation d'origine contrôlée, les systèmes à l'air, les systèmes autonomes. Donc en fait, la production va être répartie sur plus de fermes. Donc comme les produits sont de meilleure qualité, les prix vont être plus élevés. On va avoir des systèmes plus autonomes, donc les charges vont être beaucoup plus faibles. Et donc, nous, on mise sur une meilleure rentabilité et un meilleur revenu de ces exploitations-là, quoi. Et le scénario permet de valoriser à peu près 90% des surfaces en herbe existantes. Donc, voilà. Et en plus, ce qu'on imagine aussi, c'est que ces exploitations d'élevage vont se diversifier, à la fois, par exemple, en introduisant quelques cultures à destination humaine, soit des légumes, soit même des céréales, et puis aussi par la production d'énergie, que ce soit le biogaz, ou que ce soit le bois énergie à partir des haies, ou que ce soit le photovoltaïque installé en toiture de bâtiment. Donc l'idée, c'est plutôt de rediversifier ces fermes, même si il y aura moins de cheptel et de production au final. D'accord, moins de production, mais pour un coût, du coup, plus élevé, plus de qualité. Enfin, c'est Bah, par le principe du exemple, si vous scénario. prenez des fromages comme l'AOC, l'Aïol, qui est situé au nord Aveyron, bah, le prix du lait, même sans être en bio, est payé aujourd'hui 450 € la tonne, alors que dans le système classique, on est entre 300 et 350 €, quoi. Donc, c'est comme les prix du bio aujourd'hui, qui sont beaucoup plus élevés. Donc, même avec une baisse de production, on sera capable de maintenir les revenus parce qu'on va fournir aux consommateurs des produits de meilleure qualité. D'accord. Mais en termes de coûts, si les coûts s'élèvent, pour le coup, est-ce que ça risque pas non plus aussi de poser un problème si les coûts deviennent trop élevés pour le consommateur? Alors,
Alors, au niveau de la production agricole, déjà, il y a un rapport de l'INSEE qui vient de sortir hier ou avant-hier qui montre que les exploitations biologiques sont beaucoup plus rentables, notamment dans le lait, le vin et les légumes, que les exploitations conventionnelles. Donc, ça confirme un petit peu l'hypothèse qu'on avait faite. Donc après, pour les consommateurs, on a travaillé un petit peu avec des économistes sur le scénario. Donc c'est vrai que dans le scénario after, en tout cas, on a plutôt une baisse du prix de l'alimentation du fait d'un régime beaucoup plus végétal. Et donc finalement, une sorte d'économie de la part des ménages. Bon, l'idée, c'est de retravailler ça pour éventuellement laisser cette part aux agriculteurs, donc maintenir plus d'agriculteurs. Parallèlement à ça, on a travaillé donc avec l'INSERM sur un projet qui s'appelle Bionutrinet, où il y a eu une enquête sur Internet auprès de plus de 30 000 consommateurs qui consommaient des produits bio ou pas. Et c'est vrai que là, cette enquête-là montre qu'il y a quand même un surcoût aujourd'hui des consommateurs qui consomment majoritairement bio, une différence de prix par jour qui est d'environ 1,70 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc l'objectif aussi, alors déjà, ça peut être optimisé d'une certaine manière, hein, mais après, l'objectif, c'est de réintégrer ce qu'on appelle les externalités. De l'intérêt quand même d'une agriculture de qualité ou biologique, c'est qu'elle réduit d'une part les coûts sur la santé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou certains cancers, sont liés à une mauvaise alimentation et que ça coûte plusieurs milliards d'euros supplémentaires chaque année à l'assurance maladie qui paye intégralement les coûts de santé. Et puis après, il y a aussi des coûts liés à la pollution des eaux, par exemple, par les pesticides, par les nitrates. Donc, on peut imaginer que soit les services que rend cette agriculture de qualité sont rémunérés, soit on peut imaginer qu'à l'inverse, l'agriculture intensive sera amenée à disparaître parce qu'elle sera obligée de payer les coûts qu'elle génère. Donc, pour nous, cette différence devrait s'estomper dans l'avenir. Alors, vous parlez beaucoup du bio. Est-ce que pour vous, l'agriculture, l'avenir de l'agriculture, c'est ça, c'est le bio, le 100% bio? Alors, nous, ce qu'on met en avant en premier, c'est les principes de l'agroécologie, hein. On a d'ailleurs un site qui s'appelle OSAE, Oser l'agroécologie, qui présente des agriculteurs qui ont fait cette transition agroécologique. Donc, c'est à la fois, avant tout, des pratiques, c'est-à-dire des pratiques de diversification de l'assolement et d'allongement des rotations, le fait d'introduire des légumineuses, de mettre en place des couverts, de protéger les infrastructures agroécologiques comme les haies, d'avoir des systèmes d'élevage plus basés à l'herbe et autonomes, qui sont pratiques qui sont largement utilisées par les bio, qui eux, poussent le bouchon encore plus loin en s'interdisant tout usage de produits chimiques, notamment les engrais chimiques et les pesticides. Donc pour nous, il y a un véritable challenge à réduire, voire à terme à faire disparaître les pesticides qui quand même impactent largement l'environnement, la biodiversité et la santé. Voilà, mais c'est quand même pas simple, donc ça se fera dans le temps, hein, puisque là, ce qu'on appelait en France le programme Ecophyto, pour l'instant, devait faire baisser les pesticides par 2 en 2018, c'est-à-dire l'année prochaine, et pour l'instant, ça a plutôt augmenté de 10%. Sans parler du renouvellement de l'utilisation du glyphosate, justement, dont on a beaucoup parlé là récemment. Alors, on est en plein dedans, où l'abandon du glyphosate est tout à fait possible, mais dans certains systèmes, pose quand même quelques contraintes techniques. Donc c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a fait un scénario à la fois qui est à 50% bio, et le reste du 50%, en fait, c'est des pratiques agroécologiques. Donc on fait disparaître quand même les pratiques intensives, mais on a encore une utilisation un peu d'engrais chimiques, voire éventuellement de pesticides dans certains cas. Mais c'est une utilisation raisonnée, donc qui est calculée, on utilise telle quantité à telle période de l'année pour que ce soit efficace sans que ce soit trop problématique. Bah, l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum. Donc, de par les pratiques, par exemple, quand vous mettez en place un système d'élevage à l'herbe, vous abandonnez le maïs en silage qui, en général, fait l'objet de traitements de semences et au moins d'un herbicide. On va avoir des systèmes plus autonomes, donc on va réduire l'importation de soja qui, lui, est totalement arrosé par le glyphosate en Amérique du Sud. Donc déjà, par le changement de système qu'on roule, on va réduire fortement l'utilisation des
des pesticides. Et puis après, bon, il y a des techniques en vigne, par exemple, où le glyphosate aujourd'hui est beaucoup utilisé. On a des techniques d'enherbement des vignes, de désherbage mécanique. Voilà, au niveau des traitements insecticides, il y a des pratiques, par exemple, de confusion sexuelle. Enfin voilà, il y a toutes ces innovations qui sont en train de se mettre en place. Et donc nous, l'idée, c'est de les généraliser France entière pour, dans le scénario, on divise par 3 l'usage des pesticides, quoi. Parce qu'en parlant du glyphosate, justement, au moment du vote qui a été repoussé, ça a fait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup d'agriculteurs, des fédérations d'agriculteurs qui se sont opposés à cette interdiction, en fait, qui souhaitaient que ce soit renouvelé. Donc, finalement, le problème aussi, c'est qu'il faut que les agriculteurs aient envie de ce changement. Est-ce que vous avez confronté des agriculteurs à votre scénario? Quel est leur avis? Alors, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs dans plusieurs endroits en France. Donc, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi un rapport qui vient de sortir de l'INRA sur la sortie du glyphosate, qui a été commandité par les 4 ministères. Donc, c'est vrai que globalement, déjà, les pratiques agricoles existaient avant le glyphosate. Hein, donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques systèmes, notamment l'arrêt du labour et avec des cultures intermédiaires qui utilisent pas mal de glyphosate, même à faible dose. Donc là, il y a un petit peu des solutions techniques à trouver. Mais quand on discute avec les agriculteurs, bon, déjà, tous les agriculteurs bio montrent clairement qu'on peut trouver des voies, puisqu'eux n'en utilisent plus. Et dans les agriculteurs classiques, c'est vrai qu'en modifiant le système, notamment en allongeant les rotations, en mettant des couverts, en utilisant le désherbage mécanique sur certaines productions, on arrive à réduire fortement l'usage des pesticides. Donc, tout l'enjeu maintenant, c'est d'accompagner ces agriculteurs, ce que fait d'ailleurs le ministère de l'Agriculture, de les accompagner vers ces nouvelles pratiques qui sont soutenues aussi par des aides aux investissements, par exemple pour acheter des bineuses, des RC-tri, enfin tous les outils qui permettent notamment le désherbage mécanique, et puis aussi tout le conseil pour réduire l'usage des insecticides avec les techniques de biocontrôle, par exemple. Voilà, donc c'est clair qu'il faut quand même de la transition. Nous, on ne passe pas à 50% de bio l'année prochaine, quoi. Hein. Là, actuellement, on est à 6,5%. Voilà, le cap, c'est 50% en 2050, quoi. Donc, c'est la tendance aujourd'hui, puisqu'il y a une vraie demande des consommateurs vers l'agriculture biologique. Et puis, je pense que globalement, tous les agriculteurs n'utilisent pas les pesticides par plaisir. Hein. Je pense que personne, si tout le monde pouvait s'en passer, je pense qu'ils s'en passeraient. Donc, en fait, c'est vraiment un accompagnement technique qu'il faut mettre en œuvre. Alors, peut-être aux grandes dames des industries qui vendent ces pesticides, mais je pense qu'on est capable de créer d'autres emplois, de conseils et de remplacer finalement l'achat des pesticides qui représentent pour les agriculteurs environ 2,2 milliards d'euros par an. Avec ça, on pourrait faire vivre beaucoup de techniciens pour accompagner ces agriculteurs. Ok, donc là on a pas mal parlé des pratiques agricoles qui sont imaginées dans le scénario, mais il y a aussi donc cependant, vous le disiez, des consommateurs pour le coup. Alors on a parlé tout à l'heure en termes d'aliments qui posaient le plus de problèmes, on dira aujourd'hui. Il y avait notamment la viande, que vous imaginiez réduire de moitié. Est-ce qu'il y a d'autres aliments comme ça qui posent problème et que vous prévoyez de réduire pour ce fameux scénario 2050 ? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau, ce que a montré le plan national nutrition santé qu'on appelle le PNNS, c'est les 3 gros problèmes de l'alimentation des Français, mais pas seulement. Hein. C'est trop de sel, trop de sucre, trop d'acides gras saturés. Voilà. Donc, ça, trop de sel, trop de sucre, je dirais, les sels, ça n'a pas changé grand-chose à l'agriculture. Et le sucre non plus, puisque c'est quand même finalement, bon, c'est produit par la betterave et ça occupe de petites surfaces. Donc là, c'est vraiment un effort à faire dans l'alimentation. Et je pense que le Nutri-Score, qui est en débat aussi en ce moment, essaye de répondre à ça. Alors par contre, les acides gras saturés, ça c'est directement lié à la production animale, hein, de viande ou produits laitiers. Voilà. Donc en fait, c'est surtout ces productions-là qui diminuent
au profit finalement à la fois d'une augmentation des fruits et légumes qui est largement recommandée, notamment pour l'apport en nutriments, avec une augmentation aussi de céréales, que ce soit pour le pain ou les pâtes, et si possible en partie des céréales complètes, des légumineuses. D'ailleurs, il faut noter que les dernières recommandations du Haut Conseil à la santé publique recommandent maintenant de manger 2 fois par semaine, je par crois. semaine, voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, voilà, on a fait un peu le tour, en fait, toutes les productions végétales. Alors, là aussi, on n'en a pas parlé, il y a un petit hic aussi, qui est là vraiment une vraie impasse, c'est le poisson. Alors, le poisson, lui, il est largement recommandé par tous les nutritionnistes parce qu'il apporte certains types d'oméga 3, il apporte des protéines, 8% de nos protéines. Voilà. Après, l'ANSES a pointé quand même un problème, c'est que les poissons, notamment carnivores, aujourd'hui, sont de plus en plus contaminés par les métaux lourds et les pesticides du fait de la concentration très élevée de ces polluants. Donc déjà, il demande notamment aux femmes enceintes de limiter la consommation ou en tout cas de diversifier le type de poisson. Ça, c'est une chose. Nous, on en a amené une autre qui est que la pêche halieutique, en fait, stagne depuis plus de 20 ans au niveau mondial, que beaucoup de stocks de poissons sont en très mauvais état, que la population mondiale augmente, que la France importe 2/3 de ses poissons. Donc nous, dans notre scénario, on a fait baisser la consommation de poissons, pas pour des raisons, je dirais, de nutritionnelles ou de santé, mais bien notamment par un problème de ressources. On n'a plus la ressource, ce qui est vraiment dommage. Et voilà, donc ça aussi, il a fallu les remplacer. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les autres leviers, il y a aussi le fait qu'on surconsomme, on mange trop de calories, trop de protéines. Voilà, donc ça aussi, on baisse les surconsommations. Et dans le scénario, intègre aussi en gros une réduction des pertes, des gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire d'environ 30%. Et là, on sait aussi que quand on commence à accompagner notamment toutes les cantines ou toute la restauration collective, on est capable de réduire facilement de 30% les pertes, notamment par exemple sur les plateaux repas, quoi. Oui, parce que ça, de toute façon, la question du gaspillage alimentaire, c'est un élément qui est en train d'être beaucoup développé dans les écoles, hein, d'ailleurs, pour sensibiliser les écoliers. Et ils mettent en place dans les cantines, il me semble, justement, pour éviter un maximum. Donc ça, vous l'avez intégré aussi dans le scénario, du coup. Alors, c'est vrai que la réduction du gaspillage, c'est quelque chose de très consensuel. Le fait d'aller vers un régime plus végétal, je dirais, c'est assez consensuel au niveau des chercheurs. Par contre, c'est pas encore vraiment. Enfin, on en a débattu, puisque moi, j'ai personnellement participé aux États généraux de l'alimentation, notamment à l'atelier 15 sur l'alimentation durable, dont les conclusions vont bientôt sortir. C'est vrai que en gros, tout le monde s'entend un petit peu pour aller vers plus de végétal. C'est quand même la tendance, mais à la fois, c'est quand même pas affiché tant que ça. Il ne peut pas dire que le ministère l'affiche, y compris dans le PNNS, même si le PNNS 4, qui est en train de se mettre en œuvre, va vers plus de végétal, il n'intègre pas les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, qui, si cet objectif était intégré, obligerait à réduire beaucoup plus fortement les productions animales. Faut quand même, je ne l'ai pas dit, mais il faut quand même voir que les productions animales, en fait, c'est 80 à 90% de l'utilisation du territoire agricole et des émissions de gaz à effet de serre, quoi. Donc, c'est vraiment très impactant. Et donc, l'objectif, c'est bien quand même de réduire cette production via cette consommation pour se donner des marges de manœuvre. Puisque, par exemple, si vous produisez aujourd'hui en agriculture biologique, c'est quand même aujourd'hui des pratiques qui impactent sur le rendement. C'est-à-dire qu'on a quand même des rendements globalement plus faibles en agriculture biologique, notamment au niveau des céréales, par exemple. Et que le fait, justement, de changer de régime permet de faire face à ces baisses de rendement. Et juste pour conclure, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce changement de régime, il n'est pas hypothétique, il est déjà en œuvre. Si vous regardez aujourd'hui le profil des consommateurs biologiques, qui consomment fortement biologique, on va dire, ils sont aussi très végétariens, ou très végétaliens, comme vous voulez. Donc ça veut dire que, en fait, ce qu'on voit, c'est que plus on consomme végétal, plus on consomme bio. Alors on ne sait pas si lequel influence l'autre, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc l'assiette vers laquelle on tend, elle existe déjà, quoi. Un certain nombre de consommateurs la mettent déjà en œuvre, donc c'est tout à fait réalisable.
Voilà, alors après, là où il y a aussi un enjeu majeur pour nous dans la transition, c'est au niveau de la gastronomie, de la cuisine, où il va falloir apprendre à tout le monde à cuisiner, on va dire, un peu plus végétal. Donc peut-être les petits salés aux lentilles, on va mettre des lentilles, mais peut-être un peu moins de salé, par exemple, et apprendre à bien cuisiner les légumes, les céréales, voilà, faire des risottos, enfin, toutes ces recettes qui ne sont pas si simples que ça. Faire aussi en sorte que les jeunes demain savent cuisiner et consomment des produits bruts et ne se lancent pas dans les plats cuisinés, qui ont tendance aussi à se développer. Parce que vous le disiez, effectivement, le profil des consommateurs aujourd'hui, c'est plus vers le bio. Mais ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est au-delà du bio, c'est que les consommateurs veulent aussi consommer local. Alors, du coup, vous, dans votre scénario, est-ce que cette notion-là est aussi prise en compte? Alors, le local, je dirais oui et non. Il est pris au niveau national, déjà, puisqu'on relocalise un certain nombre de productions en France, notamment, bon, par exemple, on abandonne les importations de soja OGM à terme. Ils sont remplacés par un développement des légumineuses en France, de la luzerne, du soja, de la févrole, du pois. On relocalise aussi une bonne partie de la production de légumes. Aujourd'hui, on importe énormément de légumes d'Espagne et du Maroc, notamment. Donc, il y a quand même une relocalisation des productions en France. Après, le local, en fait, l'outil n'est pas adapté encore pour aller jusqu'à cette finesse de grain. Et donc, je dirais que ça, disons, consommer local, c'est vraiment la transition, quoi. After, c'est un scénario prospectif qui donne le cap, qui montre qu'on peut aller vers cette direction-là et qu'en allant vers là, on va solutionner un certain nombre de problèmes. Après, la transition, elle est déjà en route, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la production bio se développe, la production locale se développe énormément. Et là, je dirais, c'est pour nous un enjeu majeur, c'est de travailler à des échelles territoriales. Et aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est les plans alimentaires territorialisés, c'est-à-dire des agglomérations, des métropoles, des communautés rurales qui s'organisent pour mieux connecter leur production agricole et leur demande alimentaire. Et ça, on voit que les acteurs sont très mobilisés, sont très actifs. Oui, ce que j'ai vu que vous travaillez avec plusieurs régions, par exemple. Alors, nous, on a pour After travaillé avec 4 régions historiquement, mais là, aujourd'hui, par exemple, ce qui est beaucoup plus concret, c'est on travaille avec le Grand Clermont et le PNR du Livradois, le parc naturel régional du Livradois-Forez, sur leur plan alimentaire territorialisé. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment déjà beaucoup d'actions qui sont déjà en œuvre. Par exemple, à Clermont-Ferrand, il y a au niveau de l'université, il y a déjà des associations qui ont mis en œuvre des paniers de légumes avec des cours de cuisine pour les étudiants, qui sont en plus aidés à hauteur de 2 €. Voilà, donc d'initiatives, il y en a plein. Donc l'idée, c'est vraiment de les développer, de développer de nouvelles actions pour mieux connecter l'agriculture et la demande alimentaire, de prendre en compte aussi les populations précaires. Enfin voilà, donc l'initiative, il y en a plein. Donc je dirais à un moment donné, After n'est pas l'outil adéquat pour accompagner ça, quoi. Il est là plus pour donner le cap, pour montrer quand même qu'il faut, si on veut notamment rester sous la barre des 2 degrés, ça veut dire qu'il faut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050. Et nous, on s'est fixé un objectif par 2 en agriculture, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile en agriculture, parce que l'agriculture est l'essentiel de ces gaz à effet de serre, c'est le méthane et les oxydes d'azote, le N2O, qui font à peu près 80% des gaz à effet de serre. Et ça, c'est pas décarbonable, quoi. Donc, la seule façon de émettre moins de méthane, c'est d'avoir moins de vaches, quoi, en gros. Voilà. Donc, on divise par 2 et donc cet objectif-là, nous, on le rappelle constamment dans les territoires pour que les gens aillent toujours un peu plus loin que ce qu'ils avaient imaginé. Alors, ben, vous le disiez, After, c'est plutôt un guide, on va dire. On pose les bases et puis bon, voilà, après. Mais justement, si on veut passer de la théorie à la pratique, concrètement, c'est quoi votre prochaine étape pour vous? Alors, déjà, là où on a été extrêmement surpris depuis qu'on a sorti le scénario, c'est quand même l'engouement qu'il apporte.
C'est-à-dire qu'on est demandé partout. Moi, là, je l'ai présenté à l'ambassade de Chine la semaine dernière. Là, je vais le présenter à Pontivy en Bretagne mercredi. Pour les jardins de Cocagne, jeudi à Toulouse. Enfin, il y a vraiment une demande des gens d'avoir une prospective, d'avoir un cap, quoi, de sentir qu'un autre futur est possible. Et en fait, ce scénario, il est rassurant pour beaucoup de gens, y compris les agriculteurs, parce qu'ils voient qu'on peut aller, qu'on peut aller vers un avenir meilleur. Donc pour nous, l'étape, je dirais, cette étape de scénario, même si on peut toujours affiner le scénario, elle est un peu terminée. Il y a quand même toujours ce volet débat public. Donc c'était vraiment l'objectif, c'est de mettre sur la table tous ces enjeux-là, avec des données chiffrées, etc. Donc nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est à la fois le plaidoyer, donc convaincre les gens qu'il faut changer rapidement et accompagner les acteurs sur les territoires. Donc c'est ce qu'on fait par exemple comme j'ai dit, sur Clermont-Ferrand ou peut-être bientôt sur la ville de Rennes ou sur d'autres territoires, quoi. Donc à Solagro, il faut quand même savoir qu'on travaille, on est comme une équipe de 30 personnes, donc on accompagne énormément de projets agricoles, que ce soit sur l'énergie ou sur les pratiques agricoles. Donc, on est aussi, comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui en France, sur la transition, quoi. L'important, c'est que les projets se mettent en œuvre et se diffusent rapidement, prennent de l'ampleur, parce que la transition, elle n'en est qu'à son début. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'arrive pas à réduire la consommation de pesticides, la production de bio, elle augmente fortement, enfin, elle représente toujours que 6,5% des surfaces. Voilà, les énergies renouvelables ne se développent pas assez vite si on souhaite fermer les centrales nucléaires, etc., etc. Oui, mais justement, toutes ces questions-là, c'est des questions nationales qui nécessiteraient des mesures gouvernementales. Alors, parce que là, vous travaillez avec des territoires, mais est-ce que le gouvernement s'est montré intéressé aussi par ce scénario, aurait une volonté de prendre des mesures pour aller dans ce sens? Alors là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, à la demande de l'Élysée, on l'a présenté à l'Élysée, à l'attaché à l'agriculture de notre président Macron. Ça, c'était il y a un peu plus d'un mois. On est resté 1h30 à l'Élysée, donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt qui est porté là-dessus. On l'a présenté aussi officiellement aux États généraux de l'alimentation. Voilà, donc on va attendre ce qu'Emmanuel Macron va nous annoncer, je pense, d'ici la fin de l'année, suite aux États généraux de l'alimentation. Donc c'est vrai qu'il y a des signaux positifs et il y en a des moins positifs. Bon, c'est vrai, le fait qu'il ait pris position pour une sortie du glyphosate claire est quand même un signe intéressant. Le fait que notre ministre de l'Agriculture, M. Travers, ait annoncé que l'État voulait supprimer les aides au maintien de la bio, ça, c'est pas un bon signal. Voilà, mais donc c'est vrai qu'il faut à la fois agir au niveau européen, puisque la politique agricole elle reste européenne, au niveau national, puisque là, quand même, M. Travers vient quand même d'annoncer que l'objectif qu'avait annoncé Macron de 50% de bio dans les cantines sera maintenu et sera dans la loi. Donc ça, c'est quand même un bon signal. Voilà, donc il y a à la fois des leviers d'action au niveau national et européen, mais nous, c'est vrai qu'on croit beaucoup aux leviers d'action local. Qui peut avoir un impact sur le national à terme, d'ailleurs. Voilà, et parce que là, on peut agir dès maintenant. Dans notre scénario, finalement, tout est dans les mains des consommateurs, quoi. C'est-à-dire que le consommateur, dès demain matin, rien ne l'empêche de changer son alimentation, de changer ses lieux d'approvisionnement, voilà, d'acheter bio, d'acheter local. Voilà, donc je pense qu'en agissant par là, on peut aller très vite et très loin. Et c'est ça aussi qui fera bouger l'agriculture, parce que si aujourd'hui toute la grande distribution ou les grandes entreprises agroalimentaires, quelles qu'elles soient, se mettent au bio, alors qu'elles ne l'étaient pas avant, c'est qu'il y a une telle demande qu'elles voient bien qu'elles sont obligées de prendre le train, quoi. Donc en fait, c'est bien la pression des consommateurs qui fait changer finalement les stratégies de ces grands groupes qui eux-mêmes doivent s'approvisionner, vont faire changer la stratégie des agriculteurs et des coopératives. Voilà, et c'est vrai qu'Auchan a annoncé qu'il allait interdire à terme les œufs de poule en cage. Bon, ben voilà, par cette simple annonce, il va mettre fin aux œufs en cage. Donc si demain, les mêmes annoncent qu'ils n'utiliseront plus de produits à base de glyphosate, eh bien, ça va aller très vite aussi, quoi. Donc c'est vrai que le consommateur, finalement, a un poids énorme.
de par son acte direct, mais aussi par finalement la pression qu'il exerce sur les grandes entreprises qui sont obligées de s'adapter aux consommateurs d'une certaine manière, même si elles essayent de l'influencer par ailleurs. Ben voilà, on va terminer là-dessus. Le pouvoir est entre les mains des consommateurs, donc on retiendra. Merci beaucoup, Philippe Pointreau, d'avoir pris le temps de nous expliquer ce scénario. Ben merci et à bientôt. À bientôt. Et donc à tous nos internautes, je vous rappelle que vous pouvez consulter le grand reportage de cette semaine en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.